La France regarde souvent le modèle britannique et le modèle allemand comme deux miroirs. Mais ce sont des miroirs déformants. Parce que chaque pays parle une langue politique différente. En France, on cherche l'unité par le centre. Au Royaume-Uni, on protège la liberté par la procédure et le compromis. En Allemagne, on stabilise le pouvoir par le droit, la négociation et le fédéralisme. Et quand on compare sans traduire ces logiques, on ne compare pas des institutions. On compare des traumatismes historiques. On compare des peurs collectives. Et on finit par croire que l'autre ne comprend rien, alors qu'il obéit simplement à une autre mémoire. Dans cette vidéo, on va remonter à l'origine de ces malentendus. Pas pour dire qui a raison, mais pour comprendre pourquoi, depuis 2 siècles, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne se lisent souvent de travers. Et pourquoi, encore aujourd'hui, ces incompréhensions pèsent sur l'Europe. Pour comprendre ces incompréhensions, il faut oublier l'idée d'un meilleur modèle. Il n'y a pas un modèle supérieur. Il y a des réponses différentes à des problèmes différents. Et surtout, il y a des histoires qui ont fabriqué des réflexes. Le réflexe français naît d'une obsession. Comment tenir ensemble un pays très divers, sans se disloquer? Depuis l'Ancien Régime, puis la Révolution, la France apprend une leçon brutale. Quand le centre faiblit, les factions se multiplient. Quand les règles deviennent floues, l'autorité est contestée partout, en même temps. Alors l'État devient une promesse. La promesse d'un cadre commun. Une loi unique. Une administration qui met tout le monde sur la même ligne. Le réflexe britannique naît d'une peur différente. La peur de l'arbitraire. La peur qu'un pouvoir central, même légitime, devienne un pouvoir sans limite. L'histoire anglaise, marquée par la lutte entre couronne et parlement, produit un autre instinct. On ne cherche pas d'abord l'unité par le centre. On cherche la protection par des contrepoids. Des procédures. Des précédents. Des compromis. Ce n'est pas un amour du flou. C'est une culture de la limitation. Le réflexe allemand, lui, est construit sur une autre expérience du danger. Le danger d'un État trop faible qui s'effondre. Et le danger d'un État trop fort qui dévore le droit. Le XXe siècle allemand grave cette double mémoire dans la pierre. Alors l'après-guerre fabrique une architecture de sécurité. Un État de droit constitutionnel très encadré. Un fédéralisme qui disperse le pouvoir. Une culture de la négociation qui rend la décision plus lente, mais souvent plus stable. Voilà le cœur du problème. La France parle en termes d'unité. Le Royaume-Uni parle en termes de liberté procédurale. L'Allemagne parle en termes de droit et de stabilité. Et quand chacun juge l'autre avec son propre vocabulaire, il voit une anomalie. Il voit un pays trop centralisé. Ou un pays trop pragmatique. Ou un pays trop rigide. Alors que ce sont, en réalité, des solutions historiques à des peurs différentes. Dans la suite, on va entrer dans le détail. On va voir comment ces réflexes se sont forgés. Et comment ils produisent, aujourd'hui encore, des malentendus très concrets. Sur l'État. Sur la souveraineté. Sur la crise. Et même sur la manière de protester. Premier traumatisme, côté français. La fragmentation intérieure. La peur que le pays devienne une mosaïque de forces rivales. L'Ancien Régime a déjà montré ce que produit un territoire gouverné par des privilèges, des exceptions, des droits locaux. La Révolution ajoute une expérience encore plus violente. Quand l'autorité centrale vacille, la politique se radicalise. Les factions parlent au nom du peuple, mais elles se combattent comme des armées. La guerre civile n'est jamais loin. Dans cette mémoire, l'État n'est pas seulement une administration. C'est une digue. Une manière de réduire la compétition des puissances locales, des corps, des intérêts. D'où l'idée française de la loi comme instrument d'unification. Une loi identique pour tous, censée neutraliser les appartenances. Et d'où aussi un rapport presque affectif à la figure du centre. Quand le centre est faible, la France se sent exposée. Deuxième traumatisme, côté britannique. L'arbitraire du souverain, et la méfiance envers le pouvoir concentré. L'histoire politique britannique a été marquée par un conflit ancien entre couronne et parlement. Ce conflit fabrique une intuition durable. Ce qui compte n'est pas d'avoir un État fort.
Ce qui compte, c'est d'empêcher qu'un pouvoir devienne sans contrôle. Alors, au lieu de chercher une refondation radicale, on empile des protections. Des règles de procédure. Des précédents. Des équilibres. Et surtout, une culture du compromis qui ressemble à de la lenteur, mais qui sert à éviter l'explosion. Dans ce cadre, la stabilité n'est pas un moment héroïque. C'est une routine. Et cette routine rend la politique moins spectaculaire, mais souvent plus prévisible. Troisième traumatisme, côté allemand. La double catastrophe du XXe siècle. D'abord l'effondrement d'un ordre fragile, puis l'expérience d'un État devenu total. Le résultat, après 1945, n'est pas seulement une reconstruction matérielle. C'est une obsession institutionnelle. Comment empêcher à la fois l'impuissance et la domination? La réponse allemande devient une architecture de verrouillage. Un État de droit constitutionnel où la norme suprême encadre le politique. Un fédéralisme qui disperse les leviers de pouvoir. Des mécanismes de coalition et de négociation qui obligent à partager la décision. Et une culture du consensus qui paraît rigide à ceux qui aiment la vitesse. Mais qui est pensée comme une protection contre les ruptures. Voilà pourquoi ils se comprennent mal. La France attend du centre qu'il produise l'unité. Le Royaume-Uni attend des procédures qu'elles protègent la liberté. L'Allemagne attend du droit et du partage du pouvoir qu'ils garantissent la stabilité. Ce ne sont pas trois styles au hasard. Ce sont trois réponses à trois peurs historiques. Et si on oublie ces peurs, on confond la logique de l'autre avec un défaut moral. On dit ils sont autoritaires, ou ils sont hypocrites, ou ils sont froids. Alors que, très souvent, ils sont cohérents avec leur propre mémoire. Ces incompréhensions restent abstraites, jusqu'au moment où une crise arrive. Parce qu'une crise, ce n'est pas seulement un problème à résoudre. C'est un test de réflexe. Face à la crise, la France cherche souvent un geste lisible. Un centre qui tranche. Une décision qui donne une direction. Un cap que l'on peut raconter. Même si ce cap est contesté, il a une vertu française. Il réinstalle une hiérarchie claire. Face à la crise, le Royaume-Uni cherche d'abord une manière de décider sans casser le cadre. On privilégie la procédure. Le débat parlementaire. Le compromis entre factions. On accepte que ce soit lent, parce que la lenteur est vue comme un prix de la liberté. Et parce que l'essentiel, dans ce logiciel, c'est que la décision soit légitime par le chemin. Face à la crise, l'Allemagne cherche d'abord la solidité du dispositif. On vérifie la conformité juridique. On construit des coalitions. On négocie des équilibres entre niveaux de pouvoir. On veut éviter les ruptures brutales. Et cette prudence ressemble, vue de l'extérieur, à de l'hésitation. Alors qu'elle est, dans la culture allemande, une forme de responsabilité. C'est là que la collision se produit. La France regarde le pragmatisme britannique et y voit du flou. Elle se dit que l'autre ne décide pas vraiment. Le Royaume-Uni regarde la verticalité française et y voit un risque d'arbitraire. Il se dit que l'autre confond efficacité et concentration du pouvoir. L'Allemagne regarde la dramatisation française et y voit un théâtre dangereux. Elle se dit que l'autre adore la rupture au lieu de stabiliser. Et l'inverse est vrai aussi. La France regarde la méthode allemande et se plaint d'une machine trop lente. Elle a l'impression qu'on négocie jusqu'à épuiser l'urgence. Le Royaume-Uni regarde le réflexe français de centralisation et se dit que l'Europe devient une affaire de grands gestes plutôt que de règles. L'Allemagne regarde le modèle britannique et se demande où sont les garde-fous écrits, où est la colonne vertébrale constitutionnelle. Le malentendu n'est donc pas un détail. Il est structurel. Parce que chaque pays interprète la crise avec ses propres peurs anciennes. Et parce que chacun croit que sa manière de réagir est simplement du bon sens. Dans la prochaine partie, on va suivre le choc au plus près. Pas dans les principes, mais dans la pratique. Comment on gouverne? Comment on proteste? Et comment l'opinion publique de chaque pays caricature les deux autres? Première scène, le rapport à l'État, au centre, et à la direction. En France, l'État est attendu comme un acteur. On lui demande d'agir, de corriger, de protéger, de planifier, de tenir une ligne. Même ceux qui critiquent l'État finissent souvent par se tourner vers lui quand tout tremble. C'est une relation paradoxale. On aime le contester, mais on lui demande d'être le garant ultime.
vu depuis Londres, ce réflexe ressemble à une dépendance. Comme si la société française avait besoin d'un chef d'orchestre permanent. Et l'incompréhension naît ici. Parce qu'en France, ce n'est pas qu'une question de confort. C'est une réponse à une peur historique de la fragmentation. Le centre n'est pas seulement un pouvoir, c'est un symbole d'unité. Deuxième scène, la manière de faire de la politique au quotidien. Au Royaume-Uni, la légitimité vient souvent du processus. La dispute est normalisée. L'opposition est intégrée au jeu. La décision finale peut être frustrante, mais elle est censée être acceptée parce qu'elle a suivi le chemin. Vu depuis Paris, ce style est souvent lu comme une hypocrisie polie. On parle, on débat, on temporise, mais on ne tranche jamais vraiment. Et pourtant, dans la logique britannique, c'est précisément la tranche brutale qui fait peur. Ce qui compte, c'est de ne pas casser le cadre. Le compromis n'est pas une faiblesse. C'est la garantie que personne ne pourra imposer une volonté sans contrepoids. Troisième scène, la culture allemande du droit, du consensus et du temps long. En Allemagne, la stabilité est fabriquée comme une ingénierie. On s'assure que les règles tiennent. On construit des coalitions. On négocie avec les lenders. On évite les solutions qui gagnent vite mais fragilisent l'architecture. Vu depuis la France, cela ressemble à une froideur administrative. Une incapacité à sentir l'urgence sociale. Vu depuis le Royaume-Uni, cela ressemble parfois à une rigidité. Comme si la politique devenait une affaire de juristes et de compromis techniques. Mais dans le logiciel allemand, c'est exactement l'inverse. C'est la manière de protéger la démocratie contre l'emballement. Contre l'homme providentiel. Contre la rupture qui ouvre la porte à l'irréversible. Ces trois scènes fabriquent des caricatures. Les Français deviennent, dans les yeux des autres, des gens qui veulent tout de l'État et qui descendent dans la rue dès que l'État touche à quelque chose. Les Britanniques deviennent des gens qui discutent jusqu'à l'infini et qui transforment la politique en duel de mots. Les Allemands deviennent des gens qui ralentissent tout et qui confondent la prudence avec la paralysie. Mais ces caricatures cachent la vraie mécanique. Chaque pays a inventé des protections contre son propre cauchemar historique. Et ce qui protège l'un peut agresser l'autre, parce que les peurs ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'en Europe, les mêmes débats reviennent toujours avec les mêmes tensions. Règles communes ou décisions rapides. Souveraineté nationale ou cadre collectif. Plan central ou coordination fédérale. Et derrière ces mots, il n'y a pas seulement de la technique. Il y a des mémoires. Première conséquence, le dialogue européen devient un dialogue de sourds. Parce que chacun arrive à la table avec sa définition implicite de ce qu'est une bonne décision. La France cherche un mouvement visible, une direction, une capacité à agir. Elle valorise l'élan, parfois même la rupture, parce que la rupture peut produire de la clarté. Le Royaume-Uni, quand il était au cœur du jeu européen, regardait surtout la méthode. Il voulait préserver la liberté de manœuvre, éviter la centralisation, privilégier l'ajustement par le débat et par l'intérêt. L'Allemagne, elle, veut des garanties, des règles, une stabilité juridique qui protège tout le monde, y compris contre les émotions du moment. Et quand ces trois logiques se rencontrent, chacun soupçonne l'autre. La France soupçonne la lenteur d'être une fuite. L'Allemagne soupçonne la vitesse d'être une imprudence. Le Royaume-Uni soupçonne la centralisation d'être un risque. Deuxième conséquence, chaque crise renforce les caricatures. Quand la France se crispe, on dit qu'elle est ingouvernable. Quand le Royaume-Uni hésite, on dit qu'il est incohérent. Quand l'Allemagne verrouille, on dit qu'elle est froide. Et ces jugements alimentent des récits politiques internes. En France, on peut utiliser le modèle allemand comme une injonction morale. Regardez, eux au moins savent s'organiser. Ou utiliser le modèle britannique comme une critique cynique. Chez eux, tout est marchandage et communication. Mais ces comparaisons sont souvent paresseuses. Elles oublient le prix que chaque modèle paie. La stabilité allemande peut coûter en vitesse et en visibilité démocratique. Le pragmatisme britannique peut coûter en clarté et en égalité de traitement. La verticalité française peut coûter en tension sociale et en sentiment d'étouffement local. Troisième conséquence, ces incompréhensions touchent directement la France, parce qu'elle brouille sa propre lecture d'elle-même. Quand la France se compare, elle se juge souvent avec des critères qui ne sont pas les siens. Elle se reproche de ne pas être comme l'Allemagne, sans voir que l'Allemagne n'a pas la même histoire de centralisation.
ni la même architecture territoriale. Elle se reproche de ne pas être comme le Royaume-Uni, sans voir que le Royaume-Uni n'a pas construit sa liberté de la même manière, ni sous les mêmes contraintes. Et ce jugement permanent crée une fatigue politique. Un sentiment de retard. Une impression que la France serait mal fichue par nature. Alors que ce n'est pas une nature. C'est une trajectoire. Mais il faut être honnête. Ces explications historiques ne sont pas des excuses. Elles décrivent, elles ne justifient pas tout. La France peut se servir de son réflexe d'unité pour mieux intégrer, ou pour écraser. Le Royaume-Uni peut se servir de sa culture du compromis pour protéger, ou pour laisser des inégalités s'installer. L'Allemagne peut se servir de sa prudence pour stabiliser, ou pour retarder des décisions nécessaires. Chaque modèle a ses vertus. Chaque modèle a ses angles morts. Et c'est précisément là que le vrai sujet apparaît. Le vrai sujet, ce n'est pas qui a raison. C'est la question de la traduction. Comment traduire des réflexes historiques en coopération, au lieu de les transformer en soupçons? Comment accepter que la force ne se mesure pas toujours à la vitesse? Que la liberté ne se mesure pas toujours au conflit ouvert? Et que la stabilité ne se mesure pas toujours au silence social? Si on résume, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ne se comprennent pas mal parce qu'ils sont irrationnels. Ils se comprennent mal parce qu'ils ne parlent pas la même grammaire historique. La France pense l'unité, et elle a appris à craindre la fragmentation. Le Royaume-Uni pense la limitation du pouvoir, et il a appris à craindre l'arbitraire. L'Allemagne pense la stabilité constitutionnelle, et elle a appris à craindre à la fois l'effondrement et la domination. Et quand ces pays se regardent, ils ne voient pas seulement des institutions. Ils voient des comportements. Ils voient des réflexes. Ils voient ce qui, chez eux, serait un danger. Alors ils interprètent l'autre comme un risque. Le centre français devient autoritaire. Le compromis britannique devient hypocrite. La prudence allemande devient paralysante. Ce ne sont pas des analyses. Ce sont des traductions ratées. La clé, c'est donc d'accepter une idée simple. Chaque modèle paie un prix. La France paie le prix de la tension, parce que la décision verticale produit de la résistance visible. Le Royaume-Uni paie le prix de l'ambiguïté, parce que la flexibilité rend parfois le cadre moins lisible. L'Allemagne paie le prix de la lenteur, parce que la stabilité s'achète par la négociation et le verrouillage juridique. Et ces prix ne sont pas des accidents. Ils sont le revers des protections. Alors, qu'est-ce que la France peut apprendre, sans se renier? Du Royaume-Uni, elle peut apprendre une chose précieuse. Que la légitimité ne vient pas seulement du résultat. Elle vient du chemin. Que la procédure peut être un outil de confiance, pas seulement une formalité. Que le compromis n'est pas toujours une trahison, mais parfois une manière d'éviter la rupture permanente. De l'Allemagne, elle peut apprendre une autre chose. Que la stabilité se fabrique. Qu'elle n'est pas un don. Qu'elle se construit par des règles claires, par des contre-pouvoirs solides, par une culture de la négociation. Et que la décentralisation n'est pas forcément une perte de contrôle. Elle peut être une manière de rendre le pays moins explosif. Mais l'apprentissage le plus important est peut-être celui-ci. La France n'a pas besoin de copier. Elle a besoin de traduire. Traduire ses propres réflexes en langage compréhensible pour les autres. Et traduire les réflexes des autres en langage compréhensible pour elle-même. Parce que dans une Europe où les crises reviennent, l'incompréhension est un luxe. Et la caricature est une fragilité. Donc la question finale n'est pas quel modèle choisir. La question finale, c'est quel malentendu voulons-nous cesser de répéter. Et si la France veut tenir sa place, elle doit commencer par cette lucidité. Comprendre que sa passion pour l'unité n'est pas une anomalie. C'est une histoire. Mais que cette histoire doit apprendre à coexister avec d'autres histoires, qui n'ont pas les mêmes peurs. Et qui n'ont pas les mêmes réflexes. C'est là que commence la vraie maturité politique. Pas dans la comparaison. Dans la traduction.